Aujourd'hui, avoir des femmes qui se désintéressent de la question de l'argent, qui sont maladroites avec, voilà, qui n'en ont pas, en fait, ça ne rend service à personne d'autre qu'au patriarcat. Hey hey! Allez, si vous écoutez La Matrescence, c'est que vous êtes prêt ou prête à entrer dans le monde de la parentalité ou bien que vous êtes déjà dans le cœur de ce tumulte bouillonnant, merveilleux, mais éreintant. La matrescence, pour faire court, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère sur le plan psychologique, physiologique, neurologique et sociétal. On explore le changement d'identité qui s'opère chez nous les parents, parce que la matrescence, ça existe aussi. Je m'appelle Clémentine Sarlat et avant de devenir chef d'entreprise presque par accident et podcasteuse à presque plein temps, j'ai été pendant 7 ans journaliste sport à la télé. Donc vous m'avez peut-être déjà aperçu dans votre télé quand je parlais de rugby ou de tennis. En juillet 2018, j'ai quitté mon CDI et ma vie parisienne après l'arrivée de ma première fille en n'ayant aucune idée de ce qui m'attendait. En mars 2019, j'ai créé ce podcast depuis chez moi à côté de Bordeaux pour trouver des réponses à mes questions de jeune maman et aux bouleversements majeurs que je venais de vivre. 3 enfants rapprochés plus tard, ce podcast La Matrescence se développe pour vous accompagner, vous faire rire, vous faire pleurer un peu, mais surtout pour vous faire découvrir de nouveaux horizons en tant que parent. Rien n'est laissé de côté, je vous le promets. Embarquez avec moi pour une expérience intense. Promis, vous en ressortirez différent et j'espère plus aligné avec vous-même. Ah si, dernière chose, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, c'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce podcast. 1000 merci, let's go. Je me suis toujours demandé comment je parlerais d'argent à mes enfants. Le sujet est complexe parce qu'il touche à l'émotionnel, à notre éducation et à nos croyances. Ce qui est sûr, c'est que ces thèmes ne sont pas abordés dans le cursus classique et ils sont pourtant primordiaux. Si vous êtes une femme et que vous écoutez cet épisode, vous avez aussi sûrement intégré un bon nombre de croyances quant à votre capacité à gérer l'argent, tout ça hérité de notre société patriarcale. Pour donner du pouvoir à nos enfants face à l'argent, et à nos petites filles notamment, cela passe par le fait de connaître le système dans lequel on vit, de connaître les notions fondamentales de gestion de l'argent. Dans cet épisode, Morgane Dion, cofondatrice de Plan Cash, média dédié aux femmes et aux finances, nous explique les fondamentaux pour transmettre des connaissances adéquates à nos enfants et à nous-mêmes au passage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Morgane. Salut. Je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. On va parler aujourd'hui d'éducation financière et je pense que c'est un thème ultra important dans notre société et surtout envers les femmes et les petites filles notamment. Mais d'abord, ma première question, c'est pourquoi est-ce que toi et Léa Lejeune, vous avez créé la newsletter Plan Cash qui va devenir autre chose un peu plus grand après? Oui, effectivement. Donc Plan Cash, ça a 2 ans maintenant. C'était à l'origine une newsletter écrite par mon associée Léa et moi de mon côté, j'avais lancé une plateforme de formation aux questions financières à destination des femmes. Et très rapidement, dans nos projets respectifs, en fait, on s'est rendu compte qu'on poursuivait le même objectif, qui était d'amener plus de femmes à investir financièrement et du coup à accroître leur pouvoir économique et financier, et par là aussi leur indépendance et leur liberté. Et donc très rapidement, on s'est rendu compte qu'on qu'on menait le même combat et que à 2, on serait certainement plus fortes, on irait certainement plus loin ensemble que séparément. Et donc on s'est associés. Et donc aujourd'hui, Plan Cash, c'est une plateforme d'éducation financière qui passe par plusieurs piliers. Donc il y a effectivement toujours la newsletter qui est gratuite et qui fournit énormément d'informations, qui permet vraiment de prendre du recul sur les sujets, etc. Et on a une plateforme de formation en ligne avec des experts, et puis Léa et moi aussi on intervient bien sûr, qui aborde des sujets très pratiques de comment tu gères un budget, comment tu négocies ton salaire, comment tu investis en bourse, comment tu investis dans l'immobilier, etc. Et oui, pourquoi est-ce qu'on a, pardon, du coup je me suis laissée emporter, pourquoi on a amené ça? C'était différent pour Léa et moi. Léa, elle était journaliste économique et donc elle se rendait compte qu'il y avait une vraie différence dans la manière dont on parlait d'argent aux femmes
notamment dans les médias traditionnels, mais aussi sur les médias plus modernes comme les réseaux sociaux. Et donc, elle en a eu un petit peu marre de faire partie de ce système un peu classique et masculin, et donc de créer un média séparé qui soit vraiment féministe et qui porte aussi un certain nombre de valeurs féministes et écolo, parce que l'argent aujourd'hui, on sait que ça finance, notamment l'argent dans nos banques, finance des projets qui sont pas forcément bons pour la planète, pour la société. Donc, il y a toute cette question aussi morale et de l'impact de notre argent. Et moi, à côté de ça, j'étais déjà coach en négociation salariale pour des femmes. Et elles comme moi, parce que j'étais très dépensière, je me rendais compte que il n'y avait pas tellement que la question de gagner plus d'argent, c'est une vraie question, mais on sait aujourd'hui que les inégalités salariales sont un vrai problème encore en France et à travers le monde. Je trouvais qu'il me manquait la phase d'après qui est, ok, tu as appris à gagner plus d'argent, qu'est-ce que tu en fais? Comment est-ce que tu t'en sers? Comment est-ce que tu fais pour qu'il ne reste pas juste sur ton compte à financer des entreprises que tu n'as pas du tout envie de financer? Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai lancé cette plateforme de formation à l'origine, c'était pour apprendre moi-même et puis finalement, permettre aux autres femmes d'apprendre ce que moi j'apprenais. Toi, juste toi, comment est-ce que tu es venue à devenir coach pour la négociation salariale, en tout cas de mettre un pied dans ce monde de la finance et d'aider les femmes? Parce que c'est pas une carrière forcément très typique, parce qu'on le sait, il y a une grosse disparité entre les hommes et les femmes dans le monde de la finance. Et c'était surtout pas une carrière que j'étais destinée du tout à avoir. Moi, je viens d'un milieu très différent, je viens de la sécurité, de la défense. Donc, rien à voir avec la finance et ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, c'est un petit peu par hasard que je suis arrivée là-dedans parce que il s'est avéré que j'étais très bonne pour négocier mon salaire. J'avais appris un petit peu sur le tas, parfois par erreur. En fait, j'avais fait des erreurs bien heureuses qui m'avaient permis de gagner plus d'argent que ce que j'avais prévu. Et donc, petit à petit, je me suis dit, ce que j'ai appris dans les livres, ce que j'ai appris par mon expérience personnelle et aussi en discutant avec d'autres femmes et en partageant nos petits conseils, je me suis dit, en fait, je vais pas les garder que pour moi, je vais partager parce que ça n'a pas tellement d'intérêt qu'une seule femme gagne plus d'argent. Ce qui est intéressant, c'est qu'un maximum de femmes gagnent plus d'argent. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé petit à petit les formations. Et je trouve ça génial de me dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on assume en tant que femme. Parce que c'est vrai qu'il y a ce tabou qui est là, et dire moi j'assume, je gagne de l'argent, j'aime l'argent. Juste de dire j'aime l'argent, je crois que ça fait vraiment sale dans la bouche d'une femme, malheureusement dans notre société, alors qu'on s'en fout complètement quand c'est un homme, on trouve ça hyper valorisant. Ouais, c'est même au-delà qu'on s'en fiche, c'est carrément quelque chose que les hommes sont censés rechercher et sont censés atteindre. Alors que nous, les femmes, au contraire, quand on a une réussite financière, on n'est surtout pas censé le montrer. Il y a plein d'exemples. Moi, il y avait un exemple qui m'a énormément marqué. Alors, il commence à remonter un petit peu. Je crois qu'il date de 2018 maintenant. Mais c'était l'américaine Alexandra Ocasio-Cortez. Ouais. Qui, alors, elle venait juste d'être élue de mémoire en 2018. Et donc, du coup, elle faisait des plateaux télé pour expliquer un petit peu ses politiques sociales et qu'elle voulait mettre en place, etc. Et elle avait fait un plateau télé et elle portait une robe qui faisait un peu luxueuse, qui en soi était même pas si luxueuse que ça. Je crois que de mémoire, ça avait coûté quelques centaines de dollars, ce qui est pas non plus, complètement hallucinant, et qui avait des petits sequins, et donc ça brillait un peu, etc. Et le lendemain de son passage à la télé, la plupart des médias qui ont parlé de ce passage télé, en fait, ont fait une fixette sur le fait qu'elle portait une robe luxueuse qui avait probablement dû coûter les yeux de la tête. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait lui faire confiance pour mener des politiques publiques et sociales pour le pays si elle n'était même pas capable de dépenser son argent avec parcimonie, etc. Et en fait, ça m'avait fait halluciner parce que je n'ai jamais vu un article de presse épingler un mec qui a fait un plateau télé avec une Rolex ou avec un costard qui coûte plusieurs milliers de dollars ou d'euros, quoi. Et donc voilà, ça c'est hyper symptomatique de la manière dont on perçoit les dépenses des femmes et des hommes. Et c'est hyper injuste, parce qu'en fait aujourd'hui, les études le prouvent, les femmes ne dépensent pas de manière plus inconsidérée que les hommes. Les dépenses, les grosses dépenses sont autant pondérées chez les hommes que chez les femmes, quoi. Oui, c'est les clichés qui collent à la peau de la femme védane qui et dans une relation avec un homme simplement pour lui prendre son argent et aller faire du shopping toute la journée. Bon, bref. Il vient d'où ce tabou, par contre, autour des femmes? Est-ce que ça vient à l'âge adulte ou c'est vraiment un truc plus pernicieux qui vient depuis l'enfance? Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, mais je vais dire un gros mot, mais c'est le patriarcat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avoir des femmes qui se désintéressent de la question de l'argent, qui sont maladroites avec, ou qui sont, qui n'en ont pas, en fait, ça ne rend service à personne d'autre qu'au patriarcat.
Ça maintient les femmes dans une dépendance économique et financière et donc aussi ça les maintient dans des relations toxiques, que ce soit au travail ou dans leur couple. Et donc c'est tout ce système-là qui s'est mis en place au fil des siècles. Hein. Il y a encore pas si longtemps que ça, les femmes étaient considérées comme incapables majeures dans les textes de loi français. C'était littéralement la formulation. Et puis c'est vrai que tout ça transparaît aussi dans la pop culture. Moi j'aime bien prendre ces exemples parce qu'ils sont très parlants. On voit dans les films ou dans les livres. Alors je prends toujours l'exemple de Carrie Bradshaw qui peut pas acheter d'appartement parce qu'elle a acheté trop de chaussures. Voilà par exemple. Je prends aussi l'exemple de Penny dans Big Bang Theory, les personnes qui étaient fans de cette série dans les années 2000, qui dépense tout son argent en fringues et qui du coup n'a même pas de quoi payer Internet ou de la nourriture et qui va piquer ça chez ses voisins, etc. Et en fait, il y a toute cette idée aussi, et tu mentionnais la femme vénale qui va chercher à marier un homme riche pour utiliser tout son argent, elle dépense, etc. En fait, il y a cette idée que une femme qui dépense de l'argent, ça serait sexy. Tu vois, en fait, tous les personnages que je t'ai cités, tous ces exemples-là sont des femmes qui sont sexy. Alors, aux yeux de qui? Aux yeux des hommes, hein. Mais du coup, qu'on est censé chercher, enfin, tu vois, on est censé vouloir être ces femmes-là parce que le fait de pas savoir gérer son argent, c'est mignon, c'est sexy, etc. Mais pas gérer son argent ou pas avoir d'argent, ça n'a rien de mignon. Je pense que toutes les personnes qui sont retrouvées en dèche à la fin du mois savent à quel point ça n'a rien de sexy du tout. On est bien d'accord, je pense que c'est fantasmé dans les séries américaines, mais la réalité, elle est bien plus difficile que ça autour de l'argent. Nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en premier pour commencer à épargner de l'argent pour nos enfants ? Alors déjà, il faut faire une différence entre épargner et investir. Ce sont deux choses différentes. L'épargne, ça va plutôt être des choses pour du temps court, là où de l'investissement va plutôt rechercher du temps long. Donc ça va beaucoup dépendre en fait des projets que vous voulez mener avec vos enfants. Ça va dépendre, je sais pas, est-ce que c'est pour les aider à démarrer dans la vie en faisant un investissement immobilier? Est-ce que c'est leur payer leurs études? Est-ce que c'est leur permettre, quand on a un ado, de mettre un peu d'argent de côté pour s'acheter, je sais pas, la fringue qu'ils veulent ou le nouvel ordinateur portable ou que sais-je? Donc tu vois, en fait, c'est vraiment des projets qui sont très différents et qui, du coup, en fonction de leur temporalité, vont pas amener à mettre en place forcément les mêmes mécanismes. L'épargne, ça va être des supports sur lesquels on veut que l'argent soit mobilisable très rapidement. Ça va être des livrets, par exemple. Or, ce sont des supports qui sont très peu rémunérateurs et qui, en tout cas, ne sont pas aussi rémunérateurs que l'inflation, qui, je crois, est autour de 4,5, 4,6, je crois, %, alors que, tu vois, le livret, c'est, en fonction des variations, c'est 2-3%. Donc, on est en dessous. Donc, en fait, quand tu mets 10 euros sur un livret, l'année prochaine, ces 10 euros-là ne te permettront pas d'acheter la même chose qu'aujourd'hui, et encore moins dans 10 ans. Donc, tu vois, en fonction de ce que tu veux faire, tu vas pas forcément choisir un livret. Là où quand tu as un projet à long terme, tu peux du coup éventuellement te dire, tu peux prendre un peu plus de risques et faire de l'investissement. Donc, par exemple, ça peut être un support qui a beaucoup de succès, ça va être l'assurance vie, par exemple. Du coup, tu investis sur les marchés en bourse via l'assurance vie. L'intérêt, c'est quoi? C'est de te dire que ton argent, il va fructifier. Alors, c'est prendre un risque. Donc, tout ce que je dis là n'est pas du tout du conseil d'investissement. Je n'ai pas du tout le droit de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, déjà parce que c'est pas mon métier, je le précise, et aussi parce qu'il faut prendre en compte beaucoup d'aspects de la vie personnelle et financière, comme le budget, les revenus, les dépenses, voilà, la santé du compte en banque, etc. Mais du coup, l'intérêt de l'investissement, c'est de te dire que tu vas faire fructifier cet argent pendant des années. Donc, par exemple, si ton enfant est très petit, et que tu te dis, j'ai envie de mettre de l'argent pour que, je sais pas, à 20 ans, l'enfant puisse, je sais pas, peut-être faire un tour du monde ou bien financer un apport pour acheter un appartement, pour faire un investissement immobilier, etc. Tu peux peut-être éventuellement plutôt te tourner vers un support d'investissement qui va faire travailler ce qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est le fait que ton argent donc gagne des intérêts. Par exemple, disons que la moyenne du marché est à 8%. Ce qui, en fait, n'est pas du tout déconnant sur un long terme, c'est même une moyenne. On va dire que c'est à 8%. Donc, du coup, par exemple, tu vas gagner 8% sur tes 100 premiers euros. Donc, tu vois, tu vas gagner 8 euros en plus. Et ensuite, le mois suivant, même si tu rajoutes rien, tu vas à nouveau gagner 8%, mais non plus sur 100 euros, mais sur 108, puisqu'en fait, les 8 euros gagnés se seront accumulés sur les 100 euros. Et donc, en fait, c'est un petit peu l'argent qui fait des bébés, si tu veux. Et ça a une force incroyable. Je te donne un exemple. Nous, on a fait ça pour ma fille. Donc, j'ai une fille qui a 9 mois et demi aujourd'hui et à qui on a ouvert, du coup, une assurance vie.
Donc, c'est un support d'investissement qui devient très intéressant au-delà de 8 ans parce qu'il y a une fiscalité qui est abaissée sur les plus-values à partir de 8 ans. Et donc, nous, on sait qu'on va lui laisser cette assurance vie au moins, tu vois, une vingtaine d'années, si ce n'est plus, après, si elle veut le garder. Et donc, on a fait une simulation. On a ouvert l'assurance vie avec 1 000 € de départ. Donc, on l'avait accumulé au fur et à mesure depuis le début de ma grossesse. Et tous les mois, on rajoute 100 € dessus. Donc, 50 € chacun, mon conjoint et moi. Et on a calculé en théorie, si elle le garde ouvert et que les intérêts sont en moyenne de 8%, eh ben, elle sera millionnaire à 52 ans. Voilà. Pour un investissement en capital de notre part de 60 000 €, tu vois. Donc, en fait, c'est incroyable cet effet-là. Donc, pour répondre à ta question, ça va vraiment dépendre, voilà, des projets que tu as pour ton enfant et quel âge l'enfant a et qu'est-ce que tu veux en faire. C'est intéressant ce que tu fais comme distinction entre le fait d'investir ou d'épargner, qui n'est pas du tout la même chose, pas le même objectif et pas la même rémunération au final. Ouais. Donc, si on veut pouvoir mobiliser de l'argent plus rapidement, ou en tout cas le sortir quand on en aurait besoin, vaut mieux épargner. Et si jamais on veut faire sur du très long terme parce que on a une stabilité financière qui peut nous le permettre, vaut mieux qu'on aille investir dans des produits pour donner plus tard un pécule qui est assez conséquent à notre enfant. Et je suis désolée, je me permets parce qu'il y a quand même un point important que j'ai pas évoqué, mais le fait d'épargner ou d'investir pour son enfant, il y a quand même un point très important, c'est que si on le fait au nom de l'enfant, donc par exemple tu ouvres l'assurance vie au nom de l'enfant, ça a un avantage. Par exemple, l'assurance vie, si tu verses l'argent, c'est que tu t'évites en fait les frais de succession sur ça, puisque ça appartient à l'enfant. Ça ne t'appartient pas à toi et tu ne vas pas avoir à le transmettre. Ça appartient à l'enfant. Donc c'est quand même un avantage non négligeable. Mais le deuxième point qui est très important, c'est qu'à partir du moment où tu ouvres un support, que ce soit un livret ou que ce soit un autre produit d'investissement à long terme au nom de l'enfant, alors ça appartient à l'enfant et tu n'as pas le droit de venir piocher dedans. Donc en fait, c'est hyper important aussi d'avoir cette base financière pour soi-même et pour son couple et son foyer. Et donc, il faut bien prendre en compte, en fait, il faut absolument que l'argent que tu verses à l'enfant, ou que ce soit en épargne ou en investissement, soit pas de l'argent dont tu aies toi-même besoin à court terme. C'est de l'argent que éventuellement, c'est de l'investissement que tu peux être prêt à perdre parce que les marchés, même si ils rebondissent toujours, voilà, on peut pas présager de ce qui va se passer par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Mais voilà, encore une fois, attention, c'est considéré que si tu pioches dans l'épargne ou dans l'investissement de tes enfants, c'est considéré comme du vol. Et donc, les enfants peuvent se retourner éventuellement contre toi. Donc là, si on a décidé d'investir à long terme, j'ai une question qui touche plus la morale par rapport à l'éducation. Il y a des parents sûrement qui vont être freinés par cet investissement en ayant peur de donner un départ dans la vie pro à leurs enfants un peu trop confortable et qui pourrait les empêcher d'aller trimer un peu ou en tout cas d'aller faire les efforts nécessaires pour gagner leur propre argent. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour voir cet investissement comme quelque chose qui va être un tremplin et pas un fardeau au final? Ce qui est intéressant, c'est que je me pose la question de qui sont les parents qui pensent ça. Et je pense que c'est beaucoup plus des femmes qui vont avoir ce rapport à la valeur de l'argent. Parce que c'est lié à notre éducation aussi, et les femmes en présentent beaucoup plus ce qu'on appelle un schéma qui s'appelle les under-earners. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à penser qu'il y a une noblesse dans la pauvreté, que on peut être capable de travailler pour le sens plus que pour l'argent, etc. Et en fait, on retrouve essentiellement plutôt des femmes là-dedans parce que justement, c'est celles à qui on a appris qu'elles n'étaient pas censées avoir d'argent, etc. Donc déjà, le premier point, c'est que, à mon avis, ce rapport-là, il est beaucoup plus présent chez des mamans que chez des papas. C'est le premier point. Le second, c'est que c'est là tout l'intérêt. En fait, l'argent, qu'est-ce que c'est? Ce n'est finalement, en fait, c'est une valeur. C'est l'argent a la valeur qu'on lui accorde. 100 € pour moi n'a pas la même valeur que 100 € pour une femme qui est dans une relation toxique, par exemple. 100 € pour une femme qui est dans une relation toxique, c'est peut-être la capacité de sortir du foyer une nuit et d'aller dans une chambre d'hôtel pour échapper à un conjoint violent. 100 € pour moi, c'est peut-être plutôt faire plaisir, aller dans un bon resto, faire une sortie sympa, tu vois. Donc en fait, il y a une valeur intrinsèque de l'argent qui est complètement différente selon les personnes et les situations. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, oui, tu peux te demander si le fait d'offrir comme ça un petit pécule à tes enfants dès le départ dans la vie, est-ce que c'est pas une forme un petit peu, tu les spoiles pas un petit peu, est-ce qu'ils vont vraiment avoir la valeur travail, etc. Mais toute la question, c'est de te dire, encore une fois, cet argent, à quoi il sert? Quel est le projet que tu mets derrière? Je pense pas que l'intérêt, en tout cas, à mon sens, l'idée n'est pas forcément de créer un pécule juste pour créer un pécule. C'est plutôt de se dire, ok, et d'ailleurs, c'est pour ça que je te disais qu'il faut choisir son
son support d'investissement au départ, en fonction. Mais c'est de se dire peut-être, si tes enfants, t'en sais rien, peut-être qu'ils voudront faire des études. Pendant 20 ans, mettre un petit peu d'argent tous les mois de côté pour leur payer les études à 20 ans. Je sais pas s'ils veulent faire une école d'ingénieur, de commerce ou partir étudier à l'étranger, etc. Bon, c'est peut-être quand même les aider plutôt dans la vie, de leur permettre de faire des études, voilà. Et c'est aussi, pour toi, beaucoup plus simple que d'avoir à mobiliser, je sais pas, le prix de l'école d'un seul coup au bout de 20 ans, alors que peut-être que tous les mois, ça t'aurait coûté, je sais pas, 10 ou 20 balles, et donc c'est beaucoup plus indolore. Et après, tu peux aussi inculquer à tes enfants, t'as un pécule, mais tu vois, c'est pas juste leur inculquer comment tu dépenses ou comment t'épargnes ce pécule. C'est peut-être aussi leur inculquer, justement, quelles valeurs ils vont mettre derrière. Peut-être que c'est leur inculquer comment ils peuvent donner ce pécule, comment est-ce qu'ils peuvent le partager. Peut-être que ton enfant, à 20 ans, cet argent, peut-être qu'il voudra l'investir dans des ONG ou des entreprises à impact. Enfin, tu vois, tu peux en faire beaucoup de choses de ton argent. C'est pas forcément une mauvaise chose. Et toute la question est de savoir qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants jusqu'à ce qu'ils aient cet argent-là. Voilà. C'est quoi les valeurs que tu leur enseignes autour de l'argent? Qu'est-ce que tu veux transmettre comme idée autour de l'argent? Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est tabou? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir une vie agréable et épanouie et que tu vas pouvoir en faire et à toi ou à d'autres personnes? Tu vois, quand je faisais du coaching en négociation salariale, je me retrouvais avec des femmes qui se sentaient un peu mal à l'aise à l'idée de demander plus d'argent parce qu'elles me disaient je vis correctement, j'ai pas forcément besoin de cet argent. Très bien, mais une fois que tu l'as gagné, tu pourras te poser la question de qu'est-ce que tu vas en faire. Peut-être que tu peux donner à des ONG, peut-être que tu peux donner à des associations de défense des droits des femmes, de l'environnement, pour soutenir les enfants, etc. Enfin, en fait, la question c'est qu'est-ce que tu en fais. Et je pense qu'aujourd'hui, l'argent c'est une forme de pouvoir, soyons clairs, hein, c'est une forme de pouvoir. On t'entend plus quand tu as de l'argent. On te voit plus quand tu as de l'argent et tu as plus d'impact quand tu as de l'argent. Et donc, ça peut être aussi une force de changement du monde. Voilà. Et en fait, le fait de se dire non, je veux changer le monde sans argent ou je veux pas d'argent parce qu'il y a des mauvaises vertus, etc., c'est prendre le risque de laisser l'argent dans les mains de ceux qui ne veulent pas l'utiliser pour changer le monde en bien, tu vois. Ou c'est prendre le risque en tant que femme de le laisser dans les mains des hommes. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire, parce que parfois on oublie complètement que l'argent il est là de toute façon. Donc autant que ça tombe dans les mains de quelqu'un qui va en faire une action positive ou quelque chose de bon pour la société en fait. Donc autant aller prendre votre part, allez-y, n'ayez pas peur, parce que vous en ferez quelque chose de bien. J'aime bien cette façon de réfléchir, on oublie souvent ça au final. Oui, parce que ce que je dis, c'est que souvent on apprend que l'argent c'est quelque chose qui sert à acheter et dépenser, alors qu'en fait, ça peut aussi servir à soutenir, tu vois. Alors, en tant que parent, comment on fait pour éduquer nos enfants autour de l'argent? Ça passe par quoi? Alors, ça va vraiment dépendre déjà de l'âge de l'enfant. Je pense que déjà, la première des choses hyper importantes, c'est qu'il faut mettre un cadre global. Ce cadre, il se met comment? Il se met en ayant des discussions. Donc, il faut avoir des conversations sur la question du budget, sur la question de le travail, tu vois, le fait d'apprendre que tu travailles pour gagner de l'argent, ce qui te permet d'acheter la nourriture, de payer le loyer, etc. En gros, comment, enfin, vraiment les basiques de l'argent, comment ça fonctionne. Les enfants, il faut savoir que ils ont une vision assez binaire de ce que c'est que l'argent. C'est soit t'es pauvre, soit t'es riche. Il n'y a pas tellement d'entre-deux pour eux. Et donc, c'est justement d'avoir ces conversations qui va aider à déconstruire un petit peu les idées préconçues et à expliquer le concept de l'argent. Et c'est tout ça qui va, du coup, aider à poser un cadre qui ensuite va permettre l'autonomie de l'enfant au fur et à mesure des années. Donc c'est à voir, voilà, quand ils ont 4-5 ans. Alors avant 4-5 ans, c'est un peu compliqué, mais 4-5 ans, c'est déjà le premier moment de l'éveil, tu vois, expliquer un petit peu que l'argent, ça s'obtient en travaillant, on en a besoin pour l'échanger contre des produits, comprendre aussi qu'on peut pas tout acheter, confronter les enfants à cet âge-là à leur envie et leurs besoins, tu vois, faire un petit peu la différence, comprendre aussi que tu peux pas forcément avoir tout ce dont tu as envie. Voilà, donc ça c'est déjà le début de l'éveil. C'est aussi, pour apprendre les basiques du concept de l'argent, jouer avec eux à la marchande ou au marchand, où tu vas, voilà, avec du faux argent, tu vas acheter des petits fruits et puis des petits, je sais pas, des petits légumes, et puis tu vois, il y a cet échange en fait qui se met en place. Et ça déjà c'est une première base pour apprendre, voilà, ce que c'est que le concept de l'argent. Ensuite, quand ils vont être un petit peu plus âgés, quand ils sont primaires, en général, c'est l'âge des premiers achats. Souvent, enfin, l'âge moyen du premier achat en autonomie, c'est 9 ans. Donc c'est plutôt que ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, là ça va être
en fait, les enfants vers 6-7 ans, ils commencent à perdre leurs dents de lait. Donc, ça va être aussi la question de l'épargne, parce que souvent, dans les familles, pas toutes, mais tu as souvent cette question un petit peu de la fée des dents ou de la petite souris qui vient du coup échanger la dent contre un peu d'argent. Donc, du coup, ça va être les questions de leur enseigner l'épargne, tu vois, la question de la dépense instantanée versus la dépense plus importante plus tard. Voilà, si tu accumules 3 dents, peut-être que tu pourras t'acheter plutôt, je dis n'importe quoi, tu pourras peut-être s'acheter ce ballon de football, alors que si tu dépenses tout de suite l'euro dans un bonbon, tu l'auras plus demain. Enfin, tu vois, il y a cette question aussi de la temporalité qui peut commencer à se mettre en place comme ça. La question d'avoir un petit cochon dans lequel tu mets ton argent, enfin voilà, c'est ça. Et puis l'aider, ou l'accompagner quand tu vas faire les courses, par exemple, tu vois. Tu passes de ta joie à la marchande pour de faux à tu payes. On sait que les enfants ils aiment beaucoup ça au supermarché, tu sais, être celui qui donne l'argent à l'hôte ou à l'hôtesse de la caisse. Donc voilà, donc là tu peux déjà avoir plutôt cet aspect en place. Et puis ensuite à 10 ans, tu as le début de l'autonomie. Donc là, tu peux commencer à initier l'enfant au concept d'apprentissage budgétaire, expliquer un petit peu comment ça se passe à la maison aussi, sensibiliser à la notion de limite et de choix. Tu peux aussi expliquer un petit peu, 10 ans, tu peux commencer à expliquer un peu la question de la valeur méritocratique de l'argent. Voilà, rappeler un petit peu le salaire, le travail, ce genre de choses. Et puis ensuite, on passe aux adolescents. Alors 14 ans, ça devient vraiment, on rentre dans l'autonomie vraiment à fond. C'est souvent un âge de rupture et donc du coup, l'enfant cherche un petit peu à se détacher de la dépendance à ses parents, y compris financière, et à faire ses propres choix, notamment de dépenses. Et c'est souvent un âge à partir duquel tu peux commencer à avoir une petite carte bleue, ce qui permet à l'enfant, d'avoir aussi une sécurité autour de son argent, de faire des dépenses en ligne parce que des enfants et les adolescents surtout de plus en plus c'est en ligne et pas forcément en réel. Donc ça permet aussi d'avoir cette notion de l'argent numérique qui est un peu plus difficile à conceptualiser pour des enfants plus jeunes. Donc voilà, donc ça va vraiment beaucoup dépendre de l'âge de l'enfant. Et ce qui est hyper important, je m'arrêterai après dessus, mais ce qui est hyper important, c'est de faire attention à la charge mentale de l'éducation financière pour les enfants. Aujourd'hui, ça reste beaucoup les femmes qui assument ce sujet-là. C'est un sujet qui est encore largement plutôt géré par les mamans. C'est 7 femmes sur 10 qui gèrent le budget du foyer. Et j'avais une étude d'un partenaire avec qui on a travaillé. Et dans leur étude, c'était 73% des cartes bleues qui étaient commandées chez eux étaient commandées par les mamans. Donc voilà, donc faut aussi avoir des conversations avec son conjoint. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple à donner à ses enfants. Le fait que ce soit pas que la maman ou pas que le papa qui parle d'argent, de voir les parents parler d'argent entre eux aussi, voilà, c'est des choses qui vont favoriser leur bonne compréhension et puis aussi une éducation plus saine. Est-ce que tu penses que le fait qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont dématérialisées, on paye beaucoup en carte, voire avec le téléphone, voire avec la montre pour certaines personnes, ça crée un rapport différent pour les enfants avec ce que c'est la notion de l'argent, puisque ce n'est plus visible. Donc pour eux, comme tu dis, ils ont une vision binaire. Ça peut un peu paraître, c'est illimité et il y en a toujours puisqu'on ne le voit plus. Exactement. Mais cette notion-là, un peu de c'est limité, les enfants en bas âge l'ont. Moi, je me souviens de ma petite sœur, donc j'avais une dizaine d'années. Ma petite sœur était vraiment petite, elle devait avoir peut-être 4 ans, et je me rappelle de cette scène dans la voiture en sortant du supermarché où elle dit à ma mère on aurait dû acheter ça et on aurait dû acheter ça. Ma mère elle dit bah non, tu sais, on n'avait plus d'argent. Et ma sœur qui disait on aurait dû acheter de l'argent. Du coup, tu vois, en fait, cette question, et pourtant à l'époque, il y avait moins ce côté dématérialisé parce que c'était il y a un bout de temps, sans dire combien de temps. Et donc, ça a toujours été un petit peu présent. Mais oui, aujourd'hui, c'est d'autant plus prégnant. Et donc, c'est pour ça que c'est important de commencer l'éducation financière au plus tôt chez ses enfants pour pouvoir passer d'abord par la phase matérielle et que du coup, quand vient la phase dématérialisée, il y a déjà une bonne compréhension, il y a déjà des bases sur le budget et sur l'épargne. Et puis aujourd'hui, ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs de fintech qui se créent justement pour accompagner les adolescents, où tu as une carte bleue qui peut être d'ailleurs un petit peu contrôlée par les parents, mais tu as une application qui leur permet de bien visualiser ce qu'ils ont dépensé. Enfin, tu vois, là, c'est pas juste la carte bleue et puis débrouille-toi dans le monde. Il y a quand même une forme d'accompagnement. Et c'est important que les parents laissent l'autonomie à leur enfant, parce qu'il faut aussi, alors je parle plutôt de l'adolescent à ce stade-là, ou de l'adolescente, il faut aussi que l'enfant apprenne et puis fasse des erreurs, tu vois, aussi se dise, tiens, là, j'ai tout dépensé dans un McDo, c'est dommage parce que je peux pas me payer le ciné avec mes amis, tu vois, peut-être que j'aurais pu, etc. Donc, faut qu'il y ait un cadre par les parents et qu'il y ait une forme un petit peu pas de contrôle, mais faut garder un œil attentif, mais il faut laisser l'autonomie et justement, ces outils-là permettent de laisser cette autonomie en toute confiance.
L'argent de poche, c'est une bonne idée de le mettre en place tôt ou au contraire, il faut attendre un peu qu'il y ait justement cette éducation qui soit mise en place et que l'enfant ait plus d'outils pour pouvoir gérer. Alors, l'argent de poche, c'est un sujet qui cristallise pas mal, les débats. Moi, je pense que l'argent de poche, c'est un bon outil pour faire expérimenter la réalité de l'argent, le travail, mérite, salaire, etc. Pour moi, c'est une bonne chose. Ça devrait se commencer, je sais pas, autour de 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Après, la question, c'est pas tellement l'argent de poche en tant que tel, c'est comment est-ce que tu le mets en place. C'est justement, je te parlais de cette confiance. En fait, il faut partir du principe que tu donnes cet argent à ton enfant pour qu'il apprenne à s'en servir. Donc, l'idée, c'est pas de t'en servir à sa place, tu vois. C'est de lui donner un petit peu des bonnes pratiques, des conseils, etc. Mais c'est ce que je disais, c'est de laisser l'enfant aussi expérimenter. Donc, c'est bien d'avoir une espèce un peu de contrat. Alors, tu peux avoir un contrat qui est écrit, hein, ou tu peux avoir un contrat qui est plus oral et moral. Mais tu peux, avoir une espèce de contrat un petit peu en place sur, ok, moi, je m'engage en tant que maman, en tant que papa, je m'engage à te donner tant, tous les X temps. Donc, par exemple, les recommandations d'une experte qu'on avait fait intervenir, elle disait plutôt de donner de manière hebdomadaire avant 14 ans et puis mensuelle après 14 ans pour, tu vois, un petit peu la gymnastique intellectuelle que ça oblige l'enfant à faire en termes de gestion. Il faut privilégier plutôt l'argent de poche régulier. Il faut éviter l'argent de poche en échange de bonnes notes parce que ça inclut pas forcément c'est ce côté de si tu réussis bien, tu auras de l'argent. Bon, c'est pas forcément ce que tu veux inculquer à ton enfant en termes de valeur. Donc voilà, des petites choses comme ça qu'il faut mettre en place. Et puis, il faut pas demander de compte à ses enfants pour les dépenses. Mais par contre, une fois qu'il y a un cadre qui est en place, tu mets en place un contrat, ce qu'on recommande vraiment. Il faut quand même aussi que l'enfant il sache que s'il sort de ce cadre-là, s'il sort de ce contrat-là, et ben du coup, il y a une rupture de contrat. Et donc du coup, on peut être amené à revenir sur ce qui avait été mis en place. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée. Mais toute la question, c'est vraiment de comment est-ce que tu le mets. Et quand je disais par exemple le contrat, c'est par exemple préciser quels sont les achats interdits. Peut-être que ton enfant, tu vas lui dire dans le contrat, ok, le McDo c'est une fois par mois. Évidemment, pas de jeux, tu utilises pas ton argent pour des jeux d'argent, pour des achats qui sont pas de ton âge. Ça peut être aussi dire si c'est forcément si tu peux retirer de l'argent au distributeur ou si tu as le droit d'acheter en ligne ou pas. Qu'est-ce qui fait partie des dépenses qui sont prises en charge par l'enfant et quelles sont celles qui sont prises en charge par le parent, parce que il y a peut-être des choses, il faut quand même que l'enfant sache que à quoi est destiné son argent. Peut-être que c'est pas pour acheter le goûter de l'école et pour payer les voyages scolaires, tu vois. Il faut que ça soit bien clair pour l'enfant que c'est le parent qui continue quand même à assumer cette dépense-là. Donc voilà, c'est en ça qu'il faut bien cadrer quand même les choses et faire attention parce que on sait aussi aujourd'hui que les filles ont moins d'argent de poche que les garçons. Faire attention aussi à ça, notamment si on a plusieurs enfants et qu'on a des filles et des garçons. C'est fou, j'avais lu cette étude, c'est significatif en plus quand même la différence entre oui, c'est pas 30 centimes quoi. Non, les garçons reçoivent 7,50 € de plus par mois en moyenne que les filles, ce qui représente à peu près 90 € par an. Donc pour nous, en tant qu'adultes, c'est pas énorme, mais en fait, à l'échelle de l'argent de poche d'un enfant, c'est beaucoup. Et puis surtout, c'est que ce qui ressortait de cette étude, c'était surtout que les inégalités se creusaient au fur et à mesure que les enfants grandissaient. Donc en fait, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Et pourquoi aussi ça se met en place, et ça ensuite ça se traduit aussi dans la vie d'adulte, c'est parce que les garçons vont plus régulièrement aller demander plus d'argent de poche à leurs parents que les filles. Et donc, du coup, toi, c'est aussi toute cette éducation-là qu'on leur a inculquée aussi hors de l'éducation financière. En fait, on apprend aussi aux garçons à demander plus, à pas s'arrêter quand on dit non, à aller chercher plus loin, etc. Alors que les petites filles, on leur apprend plutôt qu'il faut être sage, il faut être calme, il faut être d'accord avec ce qu'on leur dit, tu vois. Et donc, du coup, elles vont moins aller demander. Et ça se traduit dans la vie d'adulte de, je négocie moins mon salaire, je demande moins, voilà. Donc, en tant que parent, faut faire très attention à ce point-là. Nous, on a un jeu à la maison où quand on dit des gros mots, on met une petite pièce dans leur tirelire. Du coup, ça leur apprend qu'il y a des conséquences quand on se comporte pas comme il faut et qu'elles peuvent gagner de l'argent grâce à ça. Mais surtout, ça me fait penser, quand tu disais la vision binaire des enfants, c'est vrai,
Il y a eu des fois, on a mis des billets, des fois, on a mis des pièces. Bon, pas forcément parce qu'on avait dit des gros mots, mais juste qu'on avait un peu de monnaie, donc on l'a mis. Et quand on va, tu vois, genre à des fêtes foraines ou des choses où il y a de l'argent à dépenser, on leur dit, bah, vous prenez dans votre tirelire, vous prenez 15 € et vous choisissez comment vous dépensez. Et ma grande, qui a 6 ans, elle avait pris un billet de 5 € et elle avait pris 10 € en pièces. Et à un moment, elle a donné son billet et en fait, elle était défaite. Elle a pleuré parce que elle a donné son billet et que pour elle, ça avait plus de valeur que les pièces. Donc, on a dû lui expliquer que c'était le même montant, que ça revenait au même, mais elle n'arrivait pas à comprendre que un billet, c'était à égalité avec 5 pièces de 1 €. Et c'est vrai que c'est dur de les sortir de cette binarité, en fait, et d'arriver à leur montrer, comme tu dis, la palette entre être riche et être pauvre et entre ce qu'on fait ou pas de notre argent. Il y a des choses à mettre en place, tu parlais du jeu de la marchande. Est-ce qu'on peut, je sais pas, inculquer autrement ce type de valeur? Alors, l'âge de ta fille, c'est surtout un âge où conceptualiser la valeur est un peu plus difficile que quand tu es adolescente, par exemple. Et donc, tu vois, pour elle, le billet, c'est plus gros aussi qu'une pièce, tu vois. Et donc, du coup, moi, je trouve ça tout à fait normal qu'elle ait eu cette réaction-là. C'est complètement adapté à son âge, en fait, d'avoir cette réaction, parce que c'est difficile pour un enfant de comprendre la valeur, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que commencer par toucher l'argent, et donc du coup inculquer l'argent le plus tôt possible aux enfants sur quelque chose de tangible, c'est important parce que ça va les aider ensuite à comprendre et à conceptualiser la valeur de l'argent et la notion de l'argent dématérialisé. Pour revenir à ta question qui est qu'est-ce qu'on peut leur inculquer, enfin quel jeu on peut mettre en place, etc. Moi, je crois vraiment que c'est les mettre dans des situations réelles. Je disais tout à l'heure, c'est aller au supermarché et leur permettre de donner l'argent, éventuellement ou à la boulangerie, de recevoir la différence en pièces, etc. Donc c'est vraiment en fait de commencer à la maison sur des jeux avec peut-être de l'argent fictif, et puis petit à petit les basculer dans un monde réel, leur permettre en fait d'être acteurs et actrices de la dépense ou de l'épargne ou du don, parce que je persiste à dire que c'est hyper important d'apprendre à nos enfants à donner et pas seulement à dépenser. Et donc, voilà, les mettre dans des vraies situations. Un jeu de société comme la bonne paye, c'est un moyen de les amener à ça ou c'est trop extrême? Oui, complètement. Alors, non, mais complètement. Des jeux financiers entre guillemets comme la bonne paye ou le Monopoly. Maintenant, c'est aussi de leur expliquer le contexte, tu vois, de ce que. Mais ce sont à partir du moment où c'est adapté à l'âge, oui, c'est carrément des très bons jeux à mettre en place. Peut-être en leur expliquant que voilà, le Monopoly, c'est quand même une forme, voilà, de symbolique du capitalisme. Enfin, même si c'était pas à l'origine le but du jeu, c'était même plutôt l'inverse. C'était plutôt d'ailleurs d'alerter sur les dérives du capitalisme. Mais oui, c'est exactement des jeux à mettre en place, tout à fait. Ouais. T'as une fille, moi j'ai 3 filles. Si on a des filles et qu'on veut les sortir de ce biais sexiste qu'on a, nous, notre génération à 35 ans, où on a plus de mal que les hommes avec les questions financières, comment on fait pour, dès la petite enfance, leur donner ce pouvoir autour de l'argent et leur dire que elles peuvent en fait? Je pense que ça commence par donner l'exemple. On sait que les enfants, en fait, un enfant apprend beaucoup plus du genre auquel il s'identifie. Donc, si tu as des filles, en tant que maman, c'est hyper important de montrer l'exemple et donc d'avoir la conversation. Il faut être ouverte sur les questions, encore une fois, en fonction de l'âge de l'enfant. Tu ne dis pas la même chose. Il faut quand même penser à protéger ses enfants parce que en tant qu'adulte, on est capable de gérer des situations financières stressantes que ne pourra pas être capable de gérer un enfant qui aura plus de mal à l'appréhender. Je pense par exemple s'il y a des difficultés financières dans la famille, il faut protéger quand même ses enfants là-dessus. Ouais, parce que je parlais de l'ouverture, mais il faut aussi penser, il faut contextualiser, mais pas forcément tout dire. C'est-à-dire qu'un enfant aura plus de mal à comprendre les tenants et aboutissants d'une situation financière stressante ou à identifier des pistes de solutions, et ça peut vraiment les mettre dans des situations de stress important. Surtout que la plupart du temps, c'est plutôt une information qu'ils vont glaner ici ou là, où ils vont entendre une conversation entre les parents et donc pas forcément avoir toute l'image, vont pas forcément avoir tout en tête. Et puis, c'est pas le rôle d'un enfant d'avoir à gérer cette charge-là. Donc, il faut faire attention quand même à les protéger. Mais voilà, mais vraiment être un bon exemple. Peut-être expliquer les situations. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure de Carrie Bradshaw, mais il y a plein d'autres exemples dans des dessins animés ou au cinéma, etc. Quand on repère une situation financière où peut-être que la femme ou l'homme a pas bien réagi ou a mal géré, que c'est ça, avoir une conversation de s'expliquer, qu'est-ce que tu as pensé de cette situation? Est-ce que toi, tu aurais fait différemment? Comment est-ce que tu aurais géré? Tiens, moi, je pense que j'aurais peut-être fait comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, en fait, vraiment créer de la conversation pour aussi qu'elles apprennent à l'avoir, cette conversation, parce que
on l'a pas. Enfin, moi, j'ai commencé à parler d'argent très tard dans ma vie. J'ai des amis aujourd'hui qui ont mon âge qui n'en parlent toujours pas ou très peu parce qu'on n'a pas été habitué à l'avoir. Donc, en fait, vraiment gêner cette conversation, c'est hyper important. Et puis, je dirais aussi, il faut pas que ça soit genré. C'est-à-dire qu'il faut pas simplement, en tant que maman, leur parler du budget, des courses, mais il faut aussi leur parler, tu vois, quand elles sont adolescentes, leur parler de comment est-ce que on a épargné pour partir en vacances, comment est-ce que j'ai acheté la maison, peut-être avec papa, avec une autre maman, peu importe, mais comment est-ce qu'on a fait en sorte d'acheter, comment on s'est organisé avec le deuxième parent. Puis à un certain âge, il va commencer à falloir à leur dire qu'on a mis en place éventuellement de l'épargne, de l'investissement, leur expliquer. C'est important de pas le faire au dernier moment parce que quand t'arrives, t'as 18-20 ans, t'as la fougue de la jeunesse, etc. Et d'un coup, on te dit, OK, bah, aujourd'hui, je sais pas, t'as une assurance vie sur laquelle il y a 10 000, il y a 20 000 euros. En fait, si très tôt, t'as pas eu conscience que t'allais éventuellement avoir quelque chose et que t'as pas, tu vois, un petit peu eu de projection sur à quoi ça allait servir, comment ça a été utilisé, en fait, quand ils récupèrent l'usage de ce portefeuille-là, ça peut très vite, en fait, tomber dans des excès. Donc voilà, donc il faut faire attention en tant que maman de pas seulement être sur les sujets d'épargne et de foyer, mais vraiment pousser les jeunes filles plutôt à adopter une posture d'investisseuse, parce que ça manque aussi beaucoup aujourd'hui. Les hommes investissent beaucoup plus que les femmes, ce qui fait qu'il y a un énorme différentiel de capital, de patrimoine et de capital financier qui, déjà, désavantage les femmes dans un certain nombre de situations de la vie, mais aussi quand il y a malheureusement des situations soit conflictuelles, soit des situations de séparation, de divorce. En fait, les femmes perdent énormément en revenus par rapport aux hommes. Donc c'est important aussi de projeter nos filles, pas seulement dans des postures de je gère l'argent du foyer, mais vraiment dans des postures d'investisseuses. Ah ouais, clairement, je crois que notre génération, on n'est pas éduqué autour de ça. Après, j'ai un exemple, ma petite sœur, elle aime pas que je dise ça, ma sœur, qui a quand même 33 ans, elle est pas si petite. Elle travaille dans la finance et pour moi, ça a toujours été un ovni dans notre famille. Je dis comment elle a réussi à aller dans cette branche-là. Elle me parle de choses. Des fois, je dis non mais Eva, s'il te plaît, explique-moi, je comprends rien de ce que tu me dis. Mais dans mon entourage, j'ai très peu de femmes qui sont comme toi ou comme ma sœur ou qui ont pris le pas d'aller dans des carrières qui sont définies comme très masculines. En tout cas, c'est des milieux très masculins où il y a des biais sexistes énormes par rapport à l'argent. Oui, en plus, plus un univers, alors plutôt masculin, mais plus un univers est masculin, plus c'est difficile en tant que femme de trouver des repères, de trouver ses marques, de se sentir acceptée, incluse, etc. Et donc du coup, c'est des milieux qui se ferment d'autant plus aux femmes. Moi, ce que je vois, c'est que parce qu'on commence à avoir formé pas mal de femmes avec Plancage. On est entre 6500 et 7000 femmes formées là en 2 ans. Et moi, je repère quand même un point commun sur toutes ces femmes, c'est que quand on discute avec elles avant les formations, en fait, ce qu'on comprend, c'est pas tellement qu'elles ont pas confiance en elles, c'est pas tellement ça la question, c'est plutôt juste qu'elles ne savent pas par où commencer. Et donc, tu vois, il y a la transmission de la valeur, mais il y a aussi expliquer comment fonctionnent les choses. Et aujourd'hui, on a des adolescentes et des adolescents, c'est vrai, mais les garçons trouvent plus facilement des réponses dans les médias qui leur sont adressés. Les médias dits masculins vont parler d'argent beaucoup plus facilement aux hommes et d'investissement et de la dernière appli pour investir en crypto, etc. Alors que les femmes, pas du tout. On va parler de comment tu gères les soldes, comment tu fais pour ne pas dépenser trop d'argent. Enfin, tu vois, c'est pas du tout les mêmes postures intellectuelles. Mais du coup, on se retrouve avec des adolescentes qui sortent du système scolaire et qui ne savent pas gérer une déclaration d'imposition, savent pas négocier leur salaire, savent pas comment fonctionne la bourse, qu'est-ce que c'est qu'une crypto, l'immobilier, comment tu fais pour négocier un prêt à la banque, etc. quoi. Et c'est des choses très pragmatiques, tu vois. On peut avoir des femmes qui ont vraiment confiance en elles, nous on le voit, qui ont des carrières qui sont propulsées, mais qui ont juste jamais appris concrètement, ok, demain tu veux investir en bourse, tu commences par quoi? Tu vois, c'est hyper pragmatique. T'as décrit tout, je sais pas faire. Ok, pourtant je pense que j'ai confiance en moi, que j'ai une belle carrière, mais je ne sais pas tout ça. Et ce qui est important, c'est de savoir que quand les femmes investissent, elles s'en sortent aussi bien, si ce n'est mieux que les hommes. Donc, en fait, il n'y a pas du tout de question de on n'est pas capable de faire ou on n'est pas programmé pour faire ou c'est un univers trop compliqué à comprendre. Et pourquoi c'est un univers trop compliqué à comprendre? C'est pas que c'est trop compliqué à comprendre, c'est juste que c'est les hommes qui le maintiennent, cet univers-là, et que c'est plus intéressant pour eux de nous faire croire que c'est trop compliqué pour qu'on n'y aille pas. Bah oui, parce que du coup, il faudrait partager avec 50% de la population, c'est quand même chiant.
Bon, j'ai une dernière question pour terminer cette interview. Merci en tout cas, c'est vraiment passionnant. Tu as eu une petite fille, tu l'as dit, il y a 9 mois, donc tu es toute jeune maman. Est-ce que ton regard, il a changé sur la valeur travail ou en tout cas ce que ça représente d'être une femme qui travaille et qui a un enfant? Alors, non seulement une femme qui travaille avec un enfant, mais en plus à mon compte, enfin chef d'entreprise, ça a énormément changé ma vision des choses. Moi, j'ai toujours été une très grosse travailleuse, vraiment à mener plein de projets ensemble. Voilà, c'était quelque chose enfin, c'est une partie vraiment capitale de ma vie. Et c'est vrai que depuis que j'ai un enfant, je me surprends beaucoup plus à vouloir prendre le temps, à beaucoup plus sacraliser des moments de déconnexion, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Ça me dérangeait pas du tout d'avoir mon téléphone allumé à 23h, de répondre à des mails, de gérer des choses. Alors, encore plus quand tu es à ton compte, parce qu'il y a une forme aussi de double responsabilité, c'est-à-dire que tu travailles pas juste pour toi, tu travailles aussi pour ton entreprise, pour la faire fructifier. Donc, c'est sûr que tu travailles beaucoup plus volontiers le soir et les week-ends quand tu es salarié. Mais c'est vrai que depuis que j'ai ma fille, j'ai envie de profiter de ces moments-là. J'ai envie aussi de... Tu sais, il y a cette phrase qui me hante toujours un petit peu, qui est que les seules personnes qui se souviendront que tu es resté tard au boulot, en fait, c'est tes enfants. Et ça me hante un petit peu depuis que ma fille est là. Et j'ai envie de passer ce temps avec elle, j'ai envie de profiter d'elle. Et c'est vrai que finalement, bah, cet email, il est peut-être pas si urgent que ça, il peut peut-être attendre demain matin 10h, tu vois. Donc oui, ça a beaucoup changé ma vision des choses. Je pense qu'on est plein à réaliser ça. Et on le sait aussi, il y a beaucoup de femmes qui quittent le salariat pour devenir entrepreneurs quand elles deviennent mères parce que justement, elles veulent pouvoir adapter leur vie de famille avec leur vie pro parce que encore aujourd'hui, il n'y a pas assez d'entreprises qui ont pris le pas de proposer des politiques familiales intéressantes, en tout cas pour les mères qui se tapent malheureusement beaucoup trop souvent dans les stats la double journée. Donc, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et c'est trop chouette parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui entreprennent, mais qui se retrouvent avec cette double charge qui est la parentalité et faire survivre Ouais. l'entreprise, comme tu dis. Oui, en fait, il faut faire attention aussi parce que, alors moi, j'étais entrepreneuse avant d'avoir ma fille. D'ailleurs, ça a été quand même, enfin, Léa et moi, on était associés depuis 3 mois quand je suis tombée enceinte. Donc, c'est quand même, tu vois, une épreuve dans une vie de très jeune entreprise qui se pose. Et il faut quand même faire attention parce que il y a une espèce de discours enfin, un peu proéminent de l'entrepreneuriat comme forme d'émancipation, de liberté, etc. Et moi, je dis attention parce que l'entrepreneuriat, alors, il y a différentes formes d'entrepreneuriat. Hein. Tu peux faire de la micro-entreprise, comme tu peux essayer de construire une entreprise avec des salariés, etc. Enfin, dans des domaines très différents. Mais attention parce que ce n'est pas un Eldorado de liberté comme on peut le croire. Financièrement, il faut savoir qu'on met le doigt dans un engrenage compliqué. C'est-à-dire que tu peux pas forcément te rémunérer au début ou alors très peu. Il y a des charges et des impôts qu'il faut gérer. Il faut gérer une partie administrative et comptable. C'est pas forcément évident. Donc, il y a quand même une charge supplémentaire que tu n'as pas en tant que salarié. Et donc, il faut pas forcément voir l'entrepreneuriat comme la réponse à toutes nos problématiques de gestion d'équilibre vie pro vie perso. Et surtout, moi, j'irais même jusqu'à dire, c'est que ça devrait pas être à nous, mamans, d'avoir en fait, à faire un move aussi important que ça et aussi risqué parce qu'il faut pas se leurrer, hein. L'entrepreneuriat, c'est risqué. Et en fait, ça devrait être à la société. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on n'y est pas du tout et que donc ça nous oblige à justement trouver des solutions qui sont un peu soit extrêmes, soit un petit peu out of the box. Mais ça devrait être aux entreprises et à la société de mettre en place ce qu'il faut pour nous permettre, en tant que maman, d'avoir un vrai équilibre vie pro vie perso. Et puis aussi faire attention parce que quand tu es entrepreneur, tu reprends un petit peu la main sur ton emploi du temps. C'est vrai que tu gagnes un petit peu cette flexibilité de dire, OK, là, je peux partir un peu plus tôt pour aller chercher ma fille, etc., à la crèche, à l'école. Mais attention à ce que cette flexibilité ne se retrouve pas finalement emplie d'une charge supplémentaire à la maison. Ça peut être un vrai risque de se dire, OK, bon, bah là, en fait, comme je peux finir un peu plus tôt, bah finalement, je vais plus gérer les courses et je vais faire plus de ménage et je vais faire plus de ci et plus de ça. Et finalement, petit à petit, notre charge domestique, elle augmente. Notre charge de travail en tant qu'entrepreneur, elle ne diminue que rarement. Et donc, de se retrouver non plus avec un double travail, mais avec voilà, avec une triple charge, quoi. Ouais, les stats le montrent. Et puis, souvent, c'est l'entreprise qui n'en bénéficie pas. C'est Oui, qui en l'entreprise pâtit. qui va en pâtir, ouais. Et parce que on va prioriser les tâches de la maison et les tâches de la gestion des enfants plutôt que de se concentrer sur l'entreprise. Il y a des chiffres qui sont assez
parlant. Je vous mettrai l'étude, Le Monde avait fait une étude là-dessus, je vous montrerai. Mais c'est vrai que sur l'entrepreneuriat, il y a un double discours. Ça offre de la liberté, mais il y a quand même des conséquences à cette liberté et qu'il faut savoir gérer. Bon, merci beaucoup Morgane. Je vous rappelle, la newsletter c'est Plan Cash. Moi, je la lis toutes les 2 semaines, sans problème. Je suis une grande fan. Et il y a des formations que j'ai prises aussi, parce que comme je viens de te le dire, je suis larguée sur beaucoup de sujets, mais j'adore apprendre. Donc, merci d'avoir créé ça pour les femmes. Et puis, à nous d'éduquer la prochaine génération, surtout des petites filles, pour qu'il y ait cette liberté financière, ou en tout cas cette aise, d'être à l'aise dans ce monde-là et pas se réveiller à 35 ans et dire merde, en fait, c'est quoi la bourse? Oui, et encore une fois, c'est ce qu'on veut en faire. C'est pas l'argent en tant que tel, mais c'est quel genre de vie on veut pouvoir mener et éventuellement offrir, et les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants et à nos filles en particulier. T'as très bien résumé. Merci Morgane. Merci beaucoup à toi. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.